À vous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire portant sur l'accueil et l'orientation d'une ou d'un nouveau salarié handicapé. Donc avec ce webinaire, nous entamons une nouvelle programmation d'activités virtuelles donc pour l'année 24-25 qui se traduira par une alternance de 2 webinaires et le lancement de 2 capsules informatives. Alors, je suis, Pascale Chadou, je coordonne le comité, consultatif personnes handicapées. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un comité qui, est un forum, multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière d'emploi des personnes handicapées. Alors, vous l'avez compris, c'est moi à nouveau qui serai votre animatrice pour, ce webinaire. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à mes 3 invités, donc Myriam, Patricia, Joël. Bonjour mesdames et déjà un grand merci, de partager avec nous, vos expériences, c'est déjà très apprécié avant même que vous vous ne commenciez. Alors, comment le webinaire va se dérouler? Ça va être très simple. En fait, je vais échanger une, quinzaine de minutes avec chacune de mes invitées. S'en suivra une, courte période de questions, par la suite. Alors, avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques éléments, plus, d'ordre logistique. Le webinaire, comme vous le savez, va être, enregistré, mais dans la plupart des cas, votre micro et votre, caméra seront fermés. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier pour vous. Vous voyez, nous avons avec nous aussi 2 interprètes LSQ. Pour l'instant, on voit Lynn, mais il y a aussi, Jerry tout à l'heure qui, vont nous accompagner dans ce webinaire. Donc merci, à vous 2. Pour la période de questions, qui clôturera l'activité, je vous demande d'utiliser la fonction, Q&R que vous avez au bas donc de votre écran. Donc de poser vos questions là-dedans et puis si vous souhaitez commencer à le faire, pendant les interventions de mes invités, n'hésitez pas, évidemment. Alors je vous propose de commencer avec, Myriam Legouté. Donc à nouveau, bonjour Myriam. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Oui, avec plaisir. Donc Myriam, je te présente très rapidement. Tu es conseillère en éducation spécialisée, tu vas nous expliquer après, c'est quoi, à Hydro-Québec et donc avec toi, on va aborder la question de l'accueil et l'orientation du point de vue d'un employeur qui a comme mis en place une ressource interne, donc pour s'occuper, notamment de cette dimension-là. Alors, ça serait intéressant, que les anges sachent un peu quel cheminement finalement a conduit Hydro-Québec à créer un poste comme le tien. C'est assez particulier, on s'y attend pas. Et puis, est-ce que, il y a eu des éléments d'évolution de la présence des personnes handicapées dans ton organisation, peut-être parallèlement à la création de ce poste-là? Absolument. Donc, en effet, c'est intéressant de voir quelle réflexion a amené à la création du poste il y a bientôt, cela fera 2 ans là, que le poste existe dans l'entreprise au sein de l'équipe Équité, Diversité et Inclusion. Donc, on sait donc que le Québec a une grande diversité, entre autres les personnes en situation de handicap, puis qu'au niveau de la représentation donc de ces personnes au sein de l'entreprise, ben, en fait, les personnes en situation de handicap font partie des groupes sous-représentés. Donc, il y avait vraiment une volonté de l'entreprise d'aller de l'avant pour augmenter donc la représentation des personnes en situation de handicap, mais donc pour adresser, disons, le côté diversité. Mais ensuite, qu'est-ce qui est fort important et à ne pas négliger, c'est également l'inclusion dans l'entreprise. Donc, de s'assurer que concrètement, oui, on favorise, on promouvoit l'embauche de personnes en situation de handicap, mais ensuite, à l'interne, qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter
donc l'intégration, le maintien, la promotion, Mm. etc., des personnes donc en situation de handicap. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, mais la création de mon poste n'est pas la seule. Mais l'idée, c'était vraiment donc de pouvoir offrir un support individuel. Donc, mon rôle, contrairement au reste de mon équipe qui est constitué de conseillers EDI. Moi, mon rôle est vraiment plus un rôle terrain. Donc, c'est d'accompagner Mm. nos ressources en situation de handicap, leurs gestionnaires, leur équipe de travail à la mise en place de conditions favorables, dans le fond, à leur développement professionnel. Donc, comme je disais, cela fait environ ça va faire 2 ans dans quelques mois là, que la position a été créée. Puis, au niveau de la représentation, bien, on voit quand même, pas seulement la création de mon poste, mais comme je dis, toutes les mesures qui sont mises en place favorisent vraiment une augmentation de la représentation. Donc, bien qu'elle soit pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, elle Mm. est tout de même constante et dans la bonne direction. Puis, on peut l'attribuer, je pense, à 2 éléments. C'est-à-dire, d'une part, on embauche plus de personnes en situation de handicap d'année en année, mais également les employés qui sont déjà en poste s'auto-identifient davantage. Donc, on Mm. voit qu'il y a quand même, je pense, un espace d'échange, d'ouverture aussi qui s'est développé au courant des dernières années, qui fait en sorte que les gens sont plus à l'aise de faire part de leur situation, de leurs besoins, etc. D'accord. On revient à l'accueil et à l'orientation, Myriam, puis de ton point de vue, c'est qui les grands acteurs clés, en fait, la Mhm. co-responsabilité dans la question de l'accueil et l'orientation? Seulement, l'acteur, je dirais, si c'est un film, l'acteur principal, selon moi, est vraiment la personne en situation de handicap. Dans le sens qu'on parle d'une personne qui a une histoire de vie, un parcours scolaire, un parcours professionnel, donc qui connaît souvent bien ses besoins, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, c'est vraiment une mine d'informations à ne pas négliger pour savoir quoi mettre en place dans le milieu de l'emploi. Ensuite, je vois également comme acteur, évidemment, le ou la gestionnaire ainsi que l'équipe de travail, parce que quand on parle d'inclusion, ce sont les acteurs principaux. Donc, Mm. c'est bien important là, que tout le monde, qu'on parle, exemple, d'une sensibilisation, peut-être d'expliquer c'est quoi les besoins. Puis tout ça peut se faire sans faire part d'un diagnostic en tant que tel, mais si on y va sur vraiment sous l'angle de la situation de handicap, c'est-à-dire sur quoi on peut agir pour mettre les conditions favorables. Je pense que c'est des acteurs primordiaux. Puis également les parties prenantes de l'entreprise. Je pense notamment à l'équipe santé qui peut venir amener une expertise par rapport à des recommandations, notamment je pense à des recommandations ergonomiques. Et Mm. finalement, un autre acteur que je trouve fort intéressant et que j'aime beaucoup collaborer avec eux, c'est les gens des services d'employabilité qui, un peu au même titre que la personne en situation de handicap, souvent connaissent le parcours, connaissent les besoins, qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Donc, c'est une collaboration qui est très précieuse là, quand ils sont présents euh, dans le dossier ou dans l'intégration. On va venir à Joël tout à l'heure. On va parler plus Mhm. de ça. Euh, Par rapport, nos participants sont intéressés par des bonnes pratiques, évidemment. Donc, à partir de cas, d'illustrations que tu pourrais nous partager, peux-tu nous donner des exemples de bonnes pratiques que vous avez mises en place, je dirais, à ce que j'appelle au moment clé de l'accueil et de l'orientation, c'est-à-dire avant, le jour 1, là, la prise de poste et puis ensuite peut-être dans les trois premiers mois de l'arrivée de ce nouveau, ou nouvelle employé. Mhm. Euh, un des aspects qu'on avait remarqué par le passé qui gagnait à être peaufiné ou amélioré, c'était vraiment la collaboration entre les différentes parties prenantes lors d'une intégration en emploi. Donc, on parle d'attraction de talent, le gestionnaire, santé, etc. On se rendait compte que parfois les informations ne circulaient pas euh, au bon moment. Donc, on se retrouvait Mmh. en réaction versus un travail en amont. Donc, c'est quelque chose qui a été travaillé par mon équipe là, au niveau des processus, qui fait en sorte que je pense que ça, c'est vraiment une bonne pratique. Le fait que les bons intervenants interviennent au bon moment dans le parcours d'intégration. Je pense entre autres à une situation donc d'une personne
en situation de handicap par rapport à une incapacité motrice qui, dès l'entrevue, avait fait part à la gestion de certaines limitations puis de certains besoins en lien avec l'espace de travail. Donc, assez rapidement, la gestion s'est mise en lien avec moi pour déjà prévoir, quand on sera un petit peu plus loin, en prévision de l'intégration, s'assurer que le milieu était déjà adapté. Donc, on a pu aussi, une fois l'offre acceptée par la personne candidate, Mhm. passer par santé qui a pu faire donc une évaluation ergonomique et mettre des recommandations qui ont pu être mises en place en amont. Donc, lorsque la personne est arrivée, on n'était pas face à une situation, est-ce que le local va être accessible? Est-ce que son bureau va être accessible? Tout ça avait déjà été examiné, pensé. Mhm. Puis, aussi, quand je parle de collaboration puis de fluidité, la personne au niveau des ressources humaines avait un contact constant avec l'employé, avec le futur employé, qui fait en sorte que lui savait que le dossier avançait, qu'on mettait des choses en place. Donc, il n'était pas dans un vide de communication où est-ce qu'on se dit, il me semble que c'est long, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, ça, je sais que Mhm. c'est quelque chose qui a été très apprécié, car la personne l'a nommé là en termes de processus, que ça avait vraiment aidé. Pour en revenir plus spécifiquement à l'intégration, donc la première journée avait été préparée d'avance et communiquée en termes de qui va accueillir, c'est quoi le plan de la journée, même des premières semaines en termes de formation. Lorsque la personne a été en poste, dans la première semaine, j'ai pris contact avec le nouvel employé pour voir est-ce que il y avait des besoins qui peut-être demeuraient non répondus à ce point-ci, Mhm. comment l'accueil s'était passé, expliquer mon rôle, parce que des fois, on sait, le besoin ne vient pas tout de suite, c'est peut-être dans 2 semaines, un mois, 2 mois. Donc, le fait de savoir qu'il y a une ressource aussi à l'interne, je pense, a été rassurant. Puis, pour terminer, c'était également une question de suivi. Donc, on sait que parfois, en fait, oui, il faut investir donc l'intégration, mais on ne parle pas justement de la première journée ou de la première semaine. Ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, même si c'était des suivis ponctuels, c'était quand même une occasion justement de parler à l'employé, parler au gestionnaire, puis voir est-ce que tout se déroule bien. Donc, si je peux rapidement revenir aux points clés, je pense. Donc, la communication, la collaboration avec les parties prenantes, puis les suivis. Donc, bien que plus espacés dans le temps, mais des suivis réguliers. Puis, je pense, entre autres, aussi, Mhm. peut-être rapidement à une deuxième situation où est-ce que là, on parlait d'une personne déjà en emploi, mais qui changeait de poste. Puis, donc, une nouvelle intégration dans une nouvelle équipe avec un nouveau C'est vrai. gestionnaire. Donc, ça peut amener aussi son lot d'inconfort. Mais quand je reviens un peu à l'idée de remettre la personne au centre de sa démarche, c'était une personne donc, qui avait un handicap invisible, on parle un trouble d'apprentissage. Puis, on a discuté ensemble pour voir comment est-ce qu'elle voyait cette intégration-là. Puis, elle souhaitait en parler elle-même à son équipe, à son gestionnaire et tout. Donc, ça a été plus un travail de comment préparer cette sensibilisation-là. Donc, elle a été en mesure de procéder elle-même pour faire part de ses besoins, de ses forces, des enjeux. Puis, donc, j'ai pu assurer les suivis également par la suite. Donc, c'est vraiment à géométrie variable, je dirais. C'est ça. C'est intéressant de prévoir aussi une écoute des besoins qui n'est pas au tout début, puis c'est terminé. Je pense que ça, c'est intéressant dans ta présentation aussi. Hem, on parle des impacts aussi, c'est toujours intéressant de connaître les bonnes pratiques, mais aussi leurs impacts. Quels sont les impacts que tu as pu constater, bien sûr sur les personnes elles-mêmes, mais aussi sur leurs collègues, sur leurs gestionnaires, puis peut-être d'une façon plus globale sur ton organisation? Hmm. Je pense que pour les personnes en situation de handicap, c'est ce qu'on a pu voir, c'est vraiment une plus grande ouverture de parler des besoins, d'aller chercher peut-être les petites mesures inclusives qui peuvent vraiment faire une différence. Je pense que sinon, auparavant, il y avait peut-être plus de camouflage, peut-être un peu plus de surcompensation. Donc, je pense que maintenant, il y a vraiment une plus belle ouverture de l'entreprise aussi qui est connue. Donc, on essaie de mettre en place entre autres, si je pense à des fiches de sensibilisation à l'intention de toute l'entreprise sur, disons, la neurodiversité.
qui fait en sorte que tout le monde peut aller chercher un peu des connaissances, puis démocratiser un petit peu la compétence et l'aisance, entre guillemets, de justement aller de l'avant. Mhm. Donc, je pense que aussi ça a amené peut-être un petit peu plus d'audace de certains gestionnaires. Donc, peut-être qu'auparavant, n'ayant pas nécessairement connaissance du support qui était disponible, peut-être osaient moins, ne sachant pas ou par crainte de ne pas agir de la bonne façon. Mais maintenant, je pense qu'il y a un petit peu plus on entend plus de pourquoi pas que de ouais, mais pourquoi. Fait que je pense que les gens Mm. sont plus, on a un petit peu plus d'audace là, dans nos façons de faire. Donc, ça Tu mène une parlais certaine... de oser. Voilà, voilà. D'accord. Merci, Myriam. Il y a déjà des questions pour toi. On reviendra à toi tout à l'heure. Merci déjà Super, pour merci. ces éléments. Je vais maintenant passer la parole à Patricia Kearns. Donc, bonjour Patricia. Bonjour Pascal. Bon, alors Patricia, toi, on peut dire que tu es une jeune retraitée. Et donc, avec toi, on va écouter le point de vue d'une personne qui a des maladies chroniques invisibles et qui a vécu, bien sûr, tout au long de sa carrière, des périodes d'accueil et d'orientation dans différents emplois. Alors peut-être la première question que j'aurais le goût de te poser, c'est est-ce que tu peux nous partager certaines de ces expériences justement d'accueil et d'orientation que tu as vécues plus comme employée là? Oui, certainement. J'ai choisi deux exemples de très différentes situations euh, et je vais lire qu'est-ce que j'ai, mes idées. C'est un peu plus facile pour moi. Alors, le, peut-être je vais partager avec vous un peu de mon passé. Ça va aider à mieux comprendre ces histoires très différentes. En D'accord, 2006, j'étais diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Et puis, à l'époque, j'ai travaillé comme réalisatrice de films documentaires et productrice web. Le métier était déjà très stressant. mm, Alors, après avoir appris la meilleure façon de vivre avec le SEP, j'ai décidé de minimiser le stress dans ma vie. J'ai donc décidé de changer d'orientation professionnelle. Ayant vécu de nombreuses années déjà avec un DT1 ou diabète type 1 ou diabète juvénile, je me suis intéressée à la santé. Alors, j'ai donc choisi de travailler dans un domaine lié à la santé. mhm, Oui, le premier emploi que j'ai occupé, était dans une entreprise de soins à domicile. Ils ont fourni des services aux patients post-opératoires, aux personnes atteintes des maladies chroniques, aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes âgées et à d'autres situations. J'ai été engagée en tant que coordinatrice des soins. Ça veut dire que de matcher les bonnes personnels appropriés, comme les infirmières et les PAB, avec les bons clients. mhm. Et oui, je ne peux pas oublier mon premier jour. C'était vraiment l'enfer. OK, il n'y avait pas d'orientation ni d'accueil. J'ai tout simplement commencé. Ma supérieure immédiate m'a bombardé d'informations parlant à 1 kilomètre à la minute. Elle n'a pas demandé comment je me débrouillais. J'ai essayé de prendre des notes dans mon carnet, un outil très important à moi, car j'avais des troubles de la mémoire. Sont Mhm. fréquents chez les personnes atteintes de la SFE. Et il m'était impossible de la suivre.
Elle m'a dit, ah, c'est pas important, les filles vont vous réexpliquer. Laisse faire ça. Elle m'a présenté aux 2 coordinatrices de soins, puis elle est partie. Ces 2 femmes très fines travaillaient au téléphone, contactant les travailleuses pour connaître leur disponibilité et planifier avec les clients leur horaire. Il s'agissait de 2 femmes très, très charmantes et elles travaillaient depuis longtemps, de nombreuses années, mais elles étaient clairement sous pression et ne pouvaient pas arrêter pour expliquer le travail à ce moment-là. Elles m'ont suggéré de s'asseoir à côté d'elles et observer. Elles ont dit qu'elles trouveraient du temps plus tard dans la journée. Mais pendant le reste de la journée, j'ai vu des infirmières et les préposés arriver au bureau pour parler aux coordinatrices de leurs problèmes avec les clients, avec leur uniforme, avec leurs photos d'identité, toutes sortes de situations. En essayant de résoudre tous ces problèmes et de répondre au téléphone, et de terminer leur planning, les 2 coordinatrices étaient incapables de me donner la moindre formation. À 17 heures, elles m'ont dit, ne t'inquiète pas, nous allons te montrer demain. Mais je suis rentrée chez nous très découragée par cette expérience, je peux dire, chaotique. Oui. Un jour mémorable. Mémorable. Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire ce travail. Je me sentais vraiment comme un peu bouleversée, quoi. J'ai fini par apprendre le travail et j'ai également appris, après à peu près 8 mois de travail, que ce n'était pas un bon emploi pour moi. Je peux expliquer un peu plus après pourquoi, mais le deuxième emploi, le début de mon nouvel emploi a été très, très différent. L'orientation et l'accueil m'ont fait comprendre que c'était un genre d'endroit où je voulais travailler. C'était un petit organisme de santé sans but lucratif qui vise à sensibiliser le public aux liens entre les substances toxiques dans nos environnements immédiats et le lien avec le cancer. Le premier jour, j'étais présentée à l'équipe. On a montré mon ordinateur et mon espace de travail. J'ai passé une bonne partie de ce jour à lire la littérature que la directrice avait bien choisie pour moi, de comprendre c'est quoi l'organisme et tout. À l'heure de dîner, on m'a montré où se trouvait la salle à manger, la cuisine. On m'a indiqué les restaurants proches, etc. Je me sentais très la bienvenue. Oui, et puis le deuxième jour, j'ai participé à la réunion d'équipe hebdomadaire qui a lieu tous les mardis. Il s'agissait d'une réunion d'1 heure bien menée, au cours de laquelle l'équipe décrivait sur quoi elle travaillait cette semaine-là. Et puis nous avons aussi discuté de ce que j'allais faire. C'était rechercher un nouveau programme en développement pour les jeunes. Vers la fin de la première semaine, la directrice m'a demandé en privé si je voulais prendre un peu de temps lors de la prochaine travail d'équipe, réunion d'équipe, pour parler de mes besoins par rapport à ma sclérose à plaques et le diabète. Elle a ajouté qu'elles étaient probablement toutes dans l'ignorance de ces maladies et que je pourrais leur apprendre quelque chose à ce sujet. J'ai accepté l'offre.
J'ai expliqué de manière simple et directe comment mon handicap invisible, la sclérose en plaques, et ma maladie chronique, le diabète type 1, affectaient ma vie quotidienne sur le lieu de travail. Et après, je peux expliquer plus que j'ai commenté dans cet échange. Un bon échange a eu lieu et j'ai eu le sentiment d'être comprise et acceptée par l'équipe. J'ai continué à travailler dans cet emploi formidable avec beaucoup de succès pendant les 10 années prochaines suivantes et jusqu'à le temps que j'ai pris ma retraite. Ça fait 2 ans. Ouais. Merci, Alors, Patricia. Est-ce que oui, tu voulais rajouter quelque chose à ces deux exemples? je voulais juste ajouter que les conclusions que je Oui, tire de la comparaison de ces deux expériences contiennent beaucoup de leçons importantes pour les employeurs et nous pourrons peut-être en discuter plus tard. bien sûr, tout à fait. Justement, à partir de ces expériences et aussi pour les employeurs, c'est quoi les grands obstacles que tu penses avoir vécus? Et puis, donc, par rapport aussi à la question de tes besoins et aussi les facilitateurs. Là, on essaye de dire, c'est quoi un milieu accueillant, pour un nouvel employé ou une nouvelle employée handicapée. C'est quoi les leçons? Tu parlais de leçons il y a 2 minutes. Quelles leçons Oui, tu veux partager par rapport à ça? je veux dire premièrement, pour l'employeur, il faut être préparé. C'est tout d'abord, il est essentiel d'avoir un plan d'action pour accueillir quelqu'un avec un handicap ou sans handicap. Mais Mmh. il ne suffit pas de s'improviser. Il est très important de prendre le temps de penser aux employés et de l'équipement qu'il va avoir, l'espace. Et ça peut faire toute la différence en aidant cette personne à se tenir, à se sentir en sécurité. Mmh. Et deuxièmement, je pense que une formation adéquate aux nouvelles tâches et responsabilités, c'est la clé du succès. Le temps consacré à cette tâche est précieuse. Il est essentiel de prendre régulièrement des nouvelles de la personne pendant les premiers jours, semaines, pour voir si elle se débrouille bien. Mais aussi, je pense que c'est la question, et Myriam l'a bien dit, c'est la communication entre tous Mmh. les joueurs. C'est c'est essentiel qu'on peut se sentir libre à s'exprimer et aussi que l'employeur se sente libre à poser des questions, n'ayez pas peur que vous n'avez pas toutes les informations ou les réponses, que peut-être c'est une question que vous n'avez jamais pensé. C'est tout correct. Et la bonne communication crée une atmosphère ouverte et euh, dans cette atmosphère, cette atmosphère, on peut bien procéder et développer une confiance une vers l'autre. Yeah, tout ça, c'était très évident dans le deuxième exemple. Je me sentais vraiment très bientôt parce que je t'ai demandé à parler de mes besoins. Tout était Mmh. bien fonctionné mais le premier job, oh non, non, c'était impossible. Et je me sentais que, est-ce que c'est moi ou c'est le fonctionnement de ce bureau qui est un peu croche? Mmh. Je Je pense que comprends. la réponse est évidente. C'est ça, tu parlais d'entraînement à la tâche, tu parlais de formation, Patricia. Par Toi, par exemple, par rapport à ta situation, c'est quoi les besoins que tu avais de particulier par rapport à dans le cadre d'un entraînement à la tâche? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de besoins que tu avais? Oui, ben, je vais commencer avec l'idée que
moi, c'est nécessaire pour moi de prendre des notes pour se souvenir des choses. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Alors, quand le patron a dit, oh non, non, c'est pas important, laisse faire ça, j'ai Mhm. trouvé ça très, à peu près discriminatoire. Mhm. Alors, j'avais besoin d'utiliser mes propres outils, mais aussi d'avoir un ordinateur, une place consacrée pour vous de sentir bien situé et la place pour mettre des choses. Il n'y avait pas ça de tout. Avec le nouvel emploi, le deuxième, tout était organisé comme il faut. Comme il y avait assez de temps donné pour moi de lire toutes ces informations. Mhm. C'était pratiquement, c'était bien pensé que c'est pas comme ça qu'on comprend le nouvel emploi, mais il faut s'habituer. Tout ça, c'était pris en tête et j'ai apprécié beaucoup. D'accord, parfait. C'est intéressant. Est-ce que tu penses aussi, pour finir, une dernière petite question, que dépendamment, toi, tu as un handicap invisible, on le comprend bien, mais est-ce que l'accueil, il est différent dépendamment, le bon accueil, on va dire, est différent dépendamment qu'on a un handicap visible ou invisible? Comment tu vois ça? Oui, probablement, il y a des différences assez importantes et je vois qu'avec les handicaps invisibles, une chose, c'est que c'est très important pour la personne qui a ce handicap de présenter ses besoins parce que l'accueil est différent, ses besoins sont différents. Si on voit que, OK, cet employé arrive avec une chaise roulante, on doit faire le... Mmh. Mais pour une autre personne qui a comme, avec le diabète, par exemple, quand juste avant l'heure du dîner, c'est très possible que mon taux de sucre va chuter et je me sentais confuse, tremblant un peu. Mmh. Et dans ce cas, je vais chercher ma boîte de jeux, mes tablettes dextrose. Et si les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, c'est à moi de dire, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. N'ayez pas peur, je vais m'en occuper et ça va être stable dans quelques instants. Oui. Mais c'est les deux probablement. Tu disais une chose intéressante quand on s'est vu avant le webinaire où tu disais que c'est pas parce qu'on a un handicap visible que les besoins sont toujours bien compris aussi et je trouvais ça, aussi intéressant. Oui, ça c'est vrai parce que tout le monde, on fait des assumptions. Nous pensons que Des si une personne, expiations, oui. oui, merci, si une personne arrive avec euh, un handicap visuel, ça veut dire que. Et Mmh. puis, c'est pas toujours le cas. Et c'est important de encore poser des questions, de s'informer, de d'avoir l'atmosphère ouverte pour qu'on puisse discuter ensemble, parce que c'est souvent le cas qu'on va découvrir qu'il y a plein de Ouais, choses qu'on ne savait pas. Et c'est une route formidable pour tout le monde, je pense. d'accord. Merci, merci beaucoup, Patricia pour ton témoignage. Alors Merci. on arrive maintenant à Joël Caron. Bonjour à nouveau, Bonjour. bonjour à toi. Joël, toi, actuellement, tu es conseillère en emploi et qui travaille, mais tu as longtemps été agent d'intégration. Donc, c'est plus de cette fonction dont on va parler aujourd'hui. Oui. Donc là, on va écouter le point de vue d'une ressource externe. On a tout à l'heure entendu une ressource interne qui est externe d'abord avant.
Mais Joël, donc toi, tu es une ressource externe qui accompagne à la fois les personnes handicapées puis leurs employeurs, notamment dans le domaine de l'orientation et de l'accueil. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord c'est quoi une agente ou un agent d'intégration, puis c'est quoi les rôles particuliers que cette personne fait dans le domaine plus de l'orientation et de l'accueil et de l'orientation? Oui, dans le fond, un agent d'intégration, là, c'est vraiment une intervenante terrain. L'objectif, c'est vraiment, justement, la conseillère en emploi va faire la recherche en emploi, le démarchage, tout ça. Une fois que la personne a un emploi, là, l'agent d'intégration vient l'accompagner vraiment pour son intégration au travail. Donc, elle peut être vraiment là avec la personne, première journée de travail. Des fois, on est là toute la journée, des fois, on est là c'est vraiment selon les besoins, là, c'est vraiment variable. On peut revenir dans la semaine, on peut venir à toutes les semaines pendant une période de temps là, qui est variable aussi. C'est vraiment selon les besoins. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne puis de lui fournir, dans le fond, une aide là, pour que son intégration soit une réussite. On est là aussi pour accompagner l'employeur sur comment, justement, bien intégrer la personne. Parce que, justement, c'est pas tous les employeurs qui ont des ressources là, à l'interne. Donc, c'est pour les conseiller, pour faire beaucoup de sensibilisation. Donc, en gros, c'est ça, une agent d'intégration. Il y en a maintenant là, dans toutes les régions du Québec, dans la plupart des organismes. Moi, mon organisme, on se spécialise vraiment plus au niveau là, de ce qui est l'autisme, la déficience intellectuelle, puis la santé mentale. Donc, c'est vraiment plus des handicaps là, invisibles. D'accord, Mm. effectivement. Mm. Et donc, est-ce que tu peux nous, justement, tu parles des populations que vous desservez, dans chacun des cas, peut-être, si c'est possible, nous donner des exemples concrets d'interventions que tu fais au moment, justement, de l'accueil et de l'orientation d'un nouvel employé? Oui, bien, en général, j'ai trouvé ça intéressant, là, ce que Patricia a nommé, parce que en général, tout type d'handicap, on se concentre beaucoup sur la formation. C'est vrai que c'est quand même un enjeu là, au niveau de l'intégration. Euh, parfois, le gestionnaire ou la personne qui intègre la personne a la forme d'une certaine façon, puis nous, on vient sensibiliser que c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. C'est ça, que ça soit une personne en situation de handicap ou pas, on a tous des types d'apprentissage différents. Fait qu'on va venir sensibiliser que peut-être justement les personnes ont besoin de visuels, ils ont peut-être besoin d'outils, d'aide-mémoire, de carnets, de choses comme ça. Tu sais, ça, c'est dans nos discours, là, peu importe le diagnostic, là, c'est vraiment quelque chose là, qui est super important. Sinon, au niveau, là, par exemple, de la santé mentale, ben, on va être là des fois plus pour faire de la sensibilisation, expliquer, c'est sûr, on en discute toujours avec la personne, tu sais, qu'est-ce qui est à l'aise qu'on dise à l'employeur, mais on essaie de venir sensibiliser, expliquer un petit peu certains symptômes parfois, essayer de voir quelles adaptations sont possibles pour la personne. Est-ce que, tu sais, parfois certaines personnes prennent de la médication qui fait en sorte que se lever très tôt le matin, c'est difficile. Est-ce qu'on peut avoir une adaptation d'horaire? Est-ce qu'elle peut commencer plus tard, finir plus tard? Est-ce que, tu sais, on essaye de voir avec l'employeur qu'est-ce qui pourrait faciliter justement là, l'entrée au travail là, de la personne. On joue beaucoup aussi un rôle de communication. Essayer de voir avec la personne pour que quel message on veut passer, comment on le dit. Par exemple, je souhaite telle adaptation, j'ai tel besoin. Comment je le structure pour le dire à mon employeur? Souvent, les employeurs aiment beaucoup avoir des solutions. Si je nomme que j'ai une problématique, par exemple, me lever tôt le matin, bon, ben, on va essayer de réfléchir à des options qu'on peut présenter à l'employeur. L'employeur aime ça. Souvent, il peut être un peu déstabilisé ou pas nécessairement savoir quoi faire avec le besoin. Fait que nous, on va essayer de réfléchir à des solutions, à des propositions qu'on peut faire à l'employeur, puis discuter ensuite là, avec lui qu'est-ce qui est possible dans son milieu de travail. C'est sûr, moi, je dis tout le temps, un milieu de travail qui offre déjà des belles conditions pour tout le monde, qui est déjà dans l'ouverture, qui est déjà dans essayer de trouver des moyens pour accommoder tous ces employés, bien souvent, une personne en situation de handicap va venir s'intégrer dans ces entreprises-là beaucoup plus facilement. Parce que c'est rarement des grosses adaptations, c'est juste justement, une petite adaptation d'horaire. Est-ce que je peux diviser mes pauses puis en prendre un petit peu plus souvent, mais le même temps? Tu sais, parce que j'ai besoin d'aller plus souvent à la toilette, j'ai besoin de pauses sensorielles, des petits 5 minutes au lieu de
des 15. Fait qu'on essaie d'adapter. Là. Fait que quand dans l'entreprise, c'est déjà possible ou c'est déjà quelque chose qui était dans la culture de La l'entreprise. flexibilité. Exact, la flexibilité, là, ça l'aide grandement. Bon, au niveau, c'est sûr, de la déficience intellectuelle, là, c'est beaucoup des rappels, puis beaucoup justement l'intégration, d'adapter les outils qui sont déjà en place. Souvent, ça va être des personnes là, qu'au niveau de la lecture, justement, ils ne peuvent pas nécessairement lire beaucoup de documentation, des fois, il peut y avoir beaucoup de textes, des choses comme ça. Mais là, nous, on va venir faire des aides-mémoires, des outils visuels, on va venir faire des listes de tâches, des rappels, des choses comme ça, pour que la personne ne soit pas dépendante non plus d'une collègue ou d'une supérieure, qu'elle puisse avoir ses outils avec elle, qu'elle soit autonome le plus possible. Dans le fond, là, nous, c'est vraiment ce qu'on vise. Puis si c'est de mettre des images, si c'est de mettre des fois des alarmes sur les cellulaires, on essaie vraiment de trouver là, toutes sortes de manières là, pour que la personne soit le plus autonome possible, dans le fond, avec son coffre à outils, dans le fond. C'est vraiment ça. Des fois, on dit aussi qu'on est un peu un deuxième cerveau là, pour les premières journées. Là. On est là justement pour prendre des notes, poser des questions. Des fois, une première journée, c'est stressant. La personne, tu dis, il y a tellement d'infos, je ne peux pas tout retenir. Ben, nous, c'est notre travail d'être là pour ça, dans le fond, là, de retenir, de prendre des notes. Puis vu qu'on est habitué aussi, on sait quelles questions poser. Il est où le punch? C'est où que je mange? Comment ça marche? Comment ça fonctionne le stationnement? C'est ça, fait qu'on peut faire ça pour la personne. Fait que ça, c'est toujours aidant parce que c'est des petites questions que des fois, quand on n'est pas habitué d'avoir un nouvel emploi toutes les semaines, ben on ne pense pas à demander. Au niveau de l'autisme, c'est sûr qu'on est là beaucoup justement, au niveau de l'autisme, c'est très important pour les personnes d'avoir du visuel. Fait qu'on est là vraiment pour mettre les consignes par écrit, faire beaucoup, beaucoup de visuels, expliquer aussi beaucoup les symptômes parce que c'est quand même... je trouve que c'est quand même quelque chose que tout le monde a entendu parler, mais que les gens ont des fois des préjugés favorables ou défavorables. Fait qu'il faut, dans le fond, venir réexpliquer parfois l'autisme, expliquer au niveau sensoriel, l'environnement aussi, s'assurer que la personne est bien. Qu'est-ce qu'on peut adapter au niveau là, de l'environnement? Est-ce que c'est juste de fermer les lumières? Est-ce qu'il y a une salle qui pourrait prendre sa pause toute seule? Fait qu'on essaye de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans la réalité du milieu de travail. Là. En gros, c'est des petits exemples comme ça, mais c'est sûr, chaque personne aussi se connaît et a ses particularités, mais le but, c'est vraiment d'en discuter avec l'employeur et de voir ce qui est possible. Oui, déjà, c'est un petit éclairage. Les gens se demandent toujours aussi quand des ressources comme toi interviennent, mais comment on peut être accompagné par cette ressource, hein? C'est évidemment la question suivante. Donc, comment on peut bénéficier de l'accompagnement d'agents d'intégration? Puis, à côté de l'agent, y a-t-il d'autres ressources aussi gouvernementales qui pourraient être utiles pour l'accueil et l'orientation d'un nouvel employé handicapé? Au niveau de l'agent d'intégration, comment ça fonctionne un petit peu nos services? C'est vraiment un service pour l'individu. Donc, il faut dans le fond que votre employé, par exemple, parce que là, j'ai parlé de première journée, mais si vous avez déjà un employé qui est en place, qui vit une situation de handicap, vous pouvez faire la demande. On peut venir même si l'intégration est déjà faite. S'il y a des besoins, l'organisme peut venir vous soutenir quand même. Faut que la personne soit volontaire, dans le fond, pour venir dans nos services. Elle doit s'inscrire. Le ROSEF, qui est dans le fond le regroupement là, des services spécialisés, là, eux, sur leur site web, vous pouvez écrire selon la région, puis ils vont vous diriger vers le service de votre région, qui est spécialisé là, pour les personnes en situation de handicap. Fait que ça, c'est pour avoir accès à un agent d'intégration, il faut fonctionner de cette façon-là. Il faut que la personne s'inscrive au service, puis ensuite, elle va avoir accès à une agent d'intégration. Sinon, le ROSEF offre aussi là, des services de formation, de sensibilisation dans les entreprises. Là. Parce qu'on ne peut pas nécessairement venir dans une entreprise s'il n'y a pas de clients associés, mais le ROSEF, eux, offre là, des formations là, puis de la sensibilisation. Le ROSEF, c'est le regroupement des organismes comme celui et qui travaillent là, pour ceux qui exactement, ne sont pas dans le milieu. Dans l'ensemble du Québec. Provincial. Voilà, exactement. Et pour compléter, peut-être, Joël, y a-t-il d'autres programmes, services, mesures gouvernementales qui peuvent donner un coup de main aussi pour soutenir l'accueil et l'orientation?
Ben, rapidement, comme ça, au niveau des personnes en situation de handicap, c'est pas mal nous les spécialistes. Sinon, des fois, il y a des ressources à l'intérieur même des entreprises. Tu sais, justement, les ministères ont des fois des programmes comme là, Hydro-Québec. Là, fait qu'il y a des fois, à l'intérieur des grosses structures, il y a déjà des ressources là, qui sont supposées être là. Je ne te parle pas de ressources humaines, Joël, mais OK, plus de des plus services, salarial. programmes, mesures. Oui, c'est ça, plus des Oui, c'est services, ça. Il programmes, existe, mesures. là, dans le fond, là, des subventions qui sont possibles d'avoir. Pour ça, il faut justement passer par les organismes parce que c'est souvent nous qui font les demandes puis, pour les subventions, mais il y en existe. Ça dépend des régions lesquelles sont disponibles. À Québec, c'est un petit peu plus difficile. Je ne suis pas nécessairement au courant pour les autres régions, mais vous pouvez vous informer. Puis oui, il y a des possibilités de subventions. Il y a des critères. C'est que ça dépend, chaque subvention a leurs critères ou leur disponibilité selon les régions. Fait qu'il faut vraiment s'informer là, auprès de l'organisme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les organismes comme le vôtre sont les portes d'entrée aussi pour des programmes, des mesures adaptées aux besoins des personnes. Sinon, Service Québec aussi là, peut répondre. Là, il y a toujours un bureau de Service Québec, là, même par quartier. Là, donc, eux aussi là, peuvent répondre. Là, puis, il va vous diriger vers les organismes là, selon vos questions. Dans les clés, les centres locaux d'emploi. d'emploi. Exactement. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Joël, pour ton intervention. Donc, je vous propose qu'on passe déjà à la période de questions. Moi, je vais prendre des questions qui sont quand même en lien direct, parce qu'on pourrait parler de bien des affaires, mais en lien direct avec le thème du webinaire. Puis, si on n'arrive pas à passer au travers de toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre par la suite. Là, j'ai vos coordonnées dans votre inscription. Alors, commençons avec les questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Myriam sur un peu dans quel secteur d'Hydro vous avez embauché je ne sais pas si c'est des personnes handicapées en particulier, parce que les nouvelles embauches ont été faites, j'imagine en lien avec les personnes handicapées. Puis, est-ce que aussi, au sein de ces embauches-là, Myriam, vous avez embauché des gens avec une DI, dont on vient de parler d'ailleurs avec Joël en partie, ou avec un trouble du spectre de l'autisme, ou seulement des handicaps physiques, un peu l'exemple que tu donnais plus en détail? Je faisais un peu de recherche là, avant le webinaire pour avoir quelques données à portée de la main. Donc, j'ai pu constater que dans la dernière année, puis là, on parle d'embauche de personnes auto-identifiées. Donc, on peut penser qu'il y a eu plus d'embauches, mais du moins qui ont été identifiées. On parle d'un peu plus de 50 l'année dernière. C'est quand même dans plusieurs activités. Par rapport au type de handicap, ici, c'est un petit peu plus dur pour moi de répondre parce que ce sont des données qui sont confidentielles. Donc, mis à part si je suis personnellement impliquée dans un dossier et que la personne m'en parle, ce ne sont pas des données auxquelles j'accède. Par contre, je peux confirmer que nous avons à l'embauche donc des personnes autistes, également à ce point-ci, en tout cas à ma connaissance, au moins une personne ayant une déficience intellectuelle. Je dirais que ça, c'était via un programme corporatif qu'on veut vraiment remettre de l'avant. Présentement, avec la REORG et le plan d'action, certaines choses qui sont mises un peu sur pause, mais c'est vraiment une volonté qu'on a de pouvoir justement avoir des personnes ayant des limitations intellectuelles qui pourraient être mises à contribution là, sur des tâches peut-être un peu plus répétitives, mais vraiment à valeur ajoutée pour l'entreprise, comme on l'a fait en 2021, si je ne me trompe pas. Là, il y avait un projet pilote avec un des organismes, justement, l'Étape, qui avait eu lieu. D'accord. Merci, Myriam. Il y a d'autres questions pour toi, mais je vais dispatcher un peu les questions. Patricia, une question pour toi. Est-ce que le processus d'entrevue a été adapté comme il peut être plus difficile pour certaines personnes? C'est-à-dire, est-ce que d'adapter le processus d'entrevue, ça peut être peut-être plus difficile pour des gens qui ont, par exemple, un trouble développemental du langage ou une déficience intellectuelle que, par exemple, pour toi? Pour toi, est-ce que tu peux nous dire des choses? Je ne sais pas si tu peux nous répondre à cette question-là.
Pardon, mais Pascal, je ne comprends pas exactement D'accord. qu'est-ce que la question cherche. C'est plus la projection. On parle plus du processus d'entrevue. Oui, Dans ton cas, je ne sais pas Ah. s'il a été adapté parce qu'on n'en a pas parlé, mais la personne se posait la question s'il n'était pas plus difficile pour certains types de handicap aussi. Je pourrais peut-être poser la question à Myriam et à Joël. D'adapter pour des gens qui ont un trouble développemental du langage. C'est sûr que là, on est dans entrevue en partie langagère ou une déficience intellectuelle. Je vous pose la question à toutes les trois, peut-être pas uniquement à Patricia, mais est-ce que Patricia, dans ton cas, le processus d'entrevue a été adapté déjà dans un premier temps? oh, non, ce n'était Non, pas le ok. cas. Mais quand j'ai travaillé à la deuxième organisme, pendant ces 10 ans, nous avons fait engager quelques personnes pour différents emplois et nous avons toujours pensé pas nécessairement à changer le format d'entrevue. Ça peut être intéressant, je pense, je réfléchis maintenant, mais d'ajouter les questions ou les commentaires que nous avons pensé une bonne idée pour inclure toutes sortes de monde. D'accord, être plus inclusif dans le processus. Peut-être Myriam et Joël, si vous voulez compléter l'intervention de Patricia, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile pour certains types de handicap d'adapter le processus d'entrevue? Ben, oui, on le voit quand même là, que pour certains types de handicap, les entrevues en général, là, c'est plus difficile parce que c'est très verbal, là, très social là, comme procédure. Donc, nous, c'est justement notre rôle d'essayer d'appeler les employeurs avant l'entrevue, là, quand la personne est d'accord, pour expliquer que ça serait peut-être gagnant là, de lui faire des tests, par exemple, à l'ordinateur ou de lui faire écrire, que la personne puisse lui démontrer ses compétences autrement que juste par une discussion verbale. Là. Des fois, ça peut être gagnant. Ou on travaille justement avec nos clients pour qu'ils essaient de le nommer ça, là, peut-être que pour eux, c'est moins dans leur force là, au niveau verbal, mais qu'ils ont d'autres compétences, qui pourraient le démontrer, tout ça. Mais oui, c'est plus difficile parce que c'est très scripté comme type d'évaluation, là, donc ça ne fit pas avec tout le monde. Là. Je comprends. Myriam, est-ce que tu veux compléter là-dessus? J'allais un peu sur le même point que Joël. En ce qui concerne Hydro-Québec, il y a quand même, il faut savoir qu'on est une entreprise syndiquée, dans le fond, en grande partie, ce qui vient ajouter un petit défi, mais on essaie de contourner ça vraiment plus en termes de justement aller valider c'est quoi le besoin des personnes qui se sont auto-identifiées en situation de handicap. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qui seraient les besoins en entreprise, puis ensuite, c'est d'avoir la conversation avec les gestionnaires. Donc, par exemple, pour un trouble du langage, peut-être que ça peut être exemple d'inscrire également dans le chat la question de manière écrite pour que la personne puisse la lire versus juste se fier à l'information verbale ou pour quelqu'un qui peut peut-être avoir un plus haut niveau de stress ou d'anxiété en entrevue, de prévoir peut-être une entrevue un peu plus longue qui va permettre à la personne de vraiment prendre un temps de recul, réfléchir à ses réponses. Donc, on essaie d'adapter de cette manière-là, mais en tout cas, je vais parler en mon nom, là, plus, mais je rêve au jour où est-ce qu'on aura plusieurs façons d'aller chercher, dans le fond, à valider la compétence à faire un poste et non la compétence à passer une entrevue. Très intéressant. Et l'importance du verbal dans tout ça, comme disait Joël. Joël, une question pour toi. Est-ce que ton organisme offre des séances de sensibilisation tu parlais du ROSEF, mais Oui. vous, localement, dans la capitale nationale, là, on va dire, puisque vous travaillez avec les entreprises, évidemment, de cette région, vous faites des choses à ce niveau-là? Au niveau des entreprises, non, c'est vraiment le ROSEF là, qui s'en occupe. C'est déjà arrivé qu'on en a fait, mais on avait, par exemple, déjà un ou plusieurs clients là, dans une entreprise, fait qu'on pouvait venir parler de l'autisme, par exemple, là, ou de la sensibilisation, mais c'est vraiment parce qu'on avait déjà un contact avec l'employeur. Là. Sinon, c'est vraiment le ROSEF là, qui s'occupe de ça. Quand vous faites de la sensibilisation, Joël, c'est plus vraiment
pour expliquer, c'est une façon de parler, Mm. la personne. Oui. C'est même singulier, là, c'est même au-delà du type de handicap Oui. par rapport à ce qu'on... C'est ça. Oui, puis surtout au niveau de l'autisme ou de la santé mentale, parce que c'est tellement large, tu sais, c'est vraiment chaque personne a ses propres caractéristiques, là, fait qu'on essaie vraiment de mettre ça personnalisé à la personne pour ses gestionnaires ou pour son équipe de travail. Souvent, même moi, je vais même monter la présentation avec la personne, là, pour que ça soit vraiment Oh, ses wow. besoins à elle, là, qui soient représentés, là, donc, D'accord. Ça, c'est quand la personne, elle se sent pas à l'aise de faire cet exercice tout seul, j'imagine, Joël, non? C'est ça ou Oui, mais ça l'aide beaucoup des fois, c'est plus une difficulté de se structurer ou de savoir par où commencer. Puis, tu sais, je dirais, c'est un peu comme ça pour tout le monde, mais c'est difficile de voir que les autres réfléchissent pas de la même façon que nous. Fait que c'est dur d'expliquer comment notre cerveau fonctionne. Tu sais, je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais tu sais, des fois, moi, j'ai comme une liste un petit peu, on peut partir de ça, essayer d'expliquer l'autisme, par exemple, mais tu sais, c'est difficile quand tu as l'impression que tout le monde réfléchit comme toi, d'expliquer des petites différences au niveau justement de l'apprentissage, au niveau de la perception sensorielle. Fait que, moi, ça me permet de faire le tour avec eux, puis des fois, on réalise des choses justement qu'on pensait qu'ils étaient pareils, mais finalement, c'est différent, donc Je comprends. Ouais. D'accord. Une question pour Patricia. Patricia, est-ce que tes employeurs étaient au courant en général, de ton handicap invisible, c'est ça? Dans le premier travail, non, je n'étais pas me dévoiler comme une personne avec un handicap. Le deuxième emploi, oui. Et c'est intéressant l'évolution que moi j'ai fait personnellement. J'ai trouvé que c'était important et que ça peut avoir une large différence dans l'emploi. Alors, j'ai pris ça comme ma responsabilité de décider. Je sais avec la loi, les personnes handicapées ne sont pas obligées de confirmer ou de dire Déclarer, ouais, c'est ça. déclarer exactement leur handicap et je respecte ça totalement. Mais pour moi, ça peut avoir un très bon effet et ça peut donner beaucoup de choses positives. Alors, c'est tout un travail et il y a des ressources pour ça aussi. Quand nous décidons dans nos vies d'accepter le statut d'être une personne handicapée, c'est pas comme le lendemain que tu vas dire oui, mais il y a des ressources disponibles et c'est une évolution. Mais moi, je pense que c'est fortement intéressante et importante de faire la déclaration. Ça, c'est mon expérience. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on veut aussi, les expériences de chacun. Une autre question, peut-être la dernière déjà pour Myriam, c'est toi qui conclurais l'affaire. Est-ce que la question, c'est est-ce que les solutions proposées par Hydro incluent les membres du personnel avec des limitations aussi? Tu parlais des parties prenantes qui changent ou augmentent, c'est-à-dire des limitations qui évoluent en quelque sorte et qui fait que tout d'un coup, ben, on l'était pas peut-être en rentrant à Hydro, mais on le devient. Qu'est-ce qui se passe avec ces situations-là de vos employés? Absolument. On sait, on a plusieurs postes, plus de métiers, tout ça. Donc, il peut arriver justement qu'il y ait des situations qui évoluent ou qui changent, puis des situations de handicap qui se développent ou qui s'installent. Donc, en effet, ce n'est pas, comment je pourrais dire, les mesures ne sont pas réservées aux personnes en situation de handicap uniquement, mais également celles qui le deviennent. Donc, quand on parle d'adaptation, de postes, de situations, de tâches dans une certaine mesure, en fait, c'est pour toute situation de handicap, que ce soit temporaire,
permanents, saisonniers, par exemple. Donc, il y a vraiment différents cas de figure Épisodique. là, dans l'entreprise. Absolument. D'accord. Merci Myriam. Je ne peux pas ne pas poser la dernière question à Joël. Là, je viens de la voir apparaître, puis on termine là-dessus. Est-ce que l'accès au service, ça peut être enclenché quand même par l'employeur ou jamais, Joël? C'est toujours la personne handicapée qui enclenche le service C'est vraiment la personne là, en situation pour de handicap l'instant. qui doit Ouais. vraiment s'inscrire là, sur notre site web, mais l'employeur peut lui en parler. Là. De cette façon-là, il peut rencontrer la personne, lui parler des services. Il peut nous appeler pour que nous, on en parle avec la personne, qu'on lui explique les services, mais c'est vraiment la personne qui doit s'inscrire si on veut vraiment avoir des suivis réguliers. Mais nous, il peut nous appeler, nous demander des conseils sur comment lui expliquer nos services, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment que la personne s'inscrive par elle-même. Là. Oui, parfait. Puis l'employeur peut appeler aussi pour du maintien en emploi. Là. Oui, c'est ça. Ça n'a pas Oui. besoin d'être pour un nouvel employé. Ça peut être déjà un employé qui est en Exactement. place. C'est ça. Merci énormément, mesdames, hein, Merci. tous vos beaux conseils et vos témoignages. Donc, je vous remercie chaleureusement. Puis, je remercie aussi Géry et Lynn, là, qu'on ne voit plus, mais qui nous ont assuré un accompagnement de traducteurs LSQ. Puis, toutes les personnes, évidemment, qui ont assisté à ce webinaire. Vous avez reçu déjà dans le Q&R ou le chat un lien pour remplir le formulaire d'évaluation. Donc, je vous invite vivement à le compléter. On a enregistré le webinaire, donc il va être rediffusé dans les prochains jours. Vous allez recevoir un courriel avec la version intégrale, puis également un document ressources complémentaires qu'on vous a produit avec l'aide des 3 invités, donc que je vous invite vraiment à utiliser parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de références qui pourraient vous être utiles sur toujours la question de l'accueil et l'orientation. D'une façon plus générale, si vous voulez suivre nos activités comme CCPH, on a des réseaux sociaux, alors abonnez-vous. Abonnez-vous aussi, si vous le voulez, à notre infolettre. On serait très heureux. Et comme c'est déjà le 11e webinaire, vous pouvez consulter nos webinaires précédents sur le site internet du comité. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde et puis une agréable Saint-Jean très bientôt et aussi un bel été puisque c'est pour demain ou après-demain. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. Au revoir.